voilà la bête. C'est ça. Donc on va fabriquer du pastrami. Oui. C'est quoi du pastrami précisément? C'est du bœuf qui va être salé, assaisonné pendant 4 à 5 jours en fonction de la taille. Ah oui. Oui. On va mettre toutes les épices. Toutes les épices. Allez hop, ça c'est la moutarde. La moutarde. Ça c'est le poivre. le poivre. Les clous de girofle. Les clous de girofle. Voilà. Et le dernier. Et alors ça, c'est le piment fumé. Ah oui, oui. C'est du piment incroyable. fumé. C'est ça qui donne vraiment C'est le ce goût qui, du pastrami. oui, C'est exactement. un peu fumé. C'est ce truc un peu fumé parce que nous on le fait pas fumer ici. Bon Lily, quand je vais revenir tout à l'heure, je pourrai le goûter le pastrami, Oui. Nora? Parce que là, je vais te laisser, je vais faire un tour dans le quartier. Je vais d'abord aller visiter un musée. Alors, pas le grand musée qui est à côté, le musée Georges Pompidou. C'est un tout petit musée caché qui s'appelle le musée de la poupée. Tu connais? Non. Ça, c'est une vraie découverte Paname. Ensuite, j'irai retrouver mon ami Frédéric Gersal. Alors, Frédéric, vous allez tout me raconter sur le quartier de l'horloge. Ben oui, c'est marqué derrière, le quartier de l'horloge. Mais je vais tout vous raconter. Alors essayez d'être à l'heure pour une fois. Oui, Frédéric, t'inquiétez pas, je serai à l'heure. Alors après, je vais retomber en enfance grâce à Wenda. Alors Wenda, c'est une raconteuse d'histoire et une conteuse depuis sa plus tendre enfance. Mais là, tout de suite, je vais filer sur le parvis du Centre Beaubourg. Je vais rencontrer Pierre et lui, c'est un dingue, un adorateur. Il est fou du Centre Beaubourg. Il va tout me raconter. Hop, c'est moi qui m'y colle. Ah, waouh. Je vous propose aujourd'hui une balade dans le quartier Beaubourg, en plein cœur de Paris, avec ses petites rues médiévales qui semblent figées pour l'éternité. Depuis 40 ans, elles tiennent compagnie à un voisin qui a fait beaucoup parler de lui, le Centre Pompidou. La construction du bâtiment dans les années 70 avait engendré de nombreuses polémiques en raison de son architecture jugée industrielle. 40 ans plus tard, le Centre Pompidou est un des plus grands musées d'art moderne au monde. Il attire des millions de touristes, mais aussi de nombreux Parisiens. Salut Pierre, comment tu vas? Salut, ça Alors va? toi, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, on est sûr de te trouver ici sur le parvis de Beaubourg. C'est un peu ça. C'est vrai? Tu viens souvent ici? Ouais, bah c'est mon quartier préféré de Paris. Hein. Ah bon? Ouais. Préféré de Paris, pour Bah, quelle raison? Il y a un truc qui fait que c'est magnétique, les gens, je trouve que les gens sont plus souriants, il y a plus de fous aussi. Comment ça, il y a plus de fous? Je sais T'en pas. croises souvent? Ouais. Déjà pour moi, Paris, c'est quand même blindé, mais ici c'est une réserve naturelle. Mais raconte-moi. Bah je sais pas là, juste là, j'étais en train de dessiner, il y a une dame qui vient me voir comme ça, qui fait « Oh c'est beau ce que vous faites, hein. Oh !» Et puis qui se met à parler toute seule, ensuite il continue comme ça, qui s'en va. Alors qu'est-ce qu'il a ce bâtiment de particulier? D'abord, il en impose quand même. Hein. Bah, c'est un des premiers bâtiments qui n'a pas de mur. Ah oui, c'est qu'une structure métallique. Il n'y a pas de mur. Toute la structure, elle est extérieure pour que, en fait, toute la superficie intérieure soit absolument optimisée pour les expositions, pour avoir un intérieur qui soit complètement modifiable. Donc, toute la structure extérieure, tout ce qui est porteur, c'est les armatures blanches qu'on voit là. Le rouge, c'est pour les flux humains. Le vert, c'est pour les tuyaux d'eau. Le bleu, c'est les conduits d'aération. Et le jaune, c'est tout ce qui est conduit électrique. Et tu te souviens la première fois que tu es rentré ici? Ouais. T'avais quel âge? Je devais avoir une dizaine d'années, je pense. C'était une sortie scolaire, quoi, et puis on est venu au musée. C'est la première fois que je voyais de l'art contemporain. Et donc c'est la première fois que je me confrontais à ces trucs qui, à l'époque, me semblaient complètement bizarres. Et c'est ce musée qui t'a donné envie de devenir artiste? D'être dans la création? Je sais pas. C'est vrai que celui-là est particulier. Il est moins classique, je trouve. Alors c'est un bâtiment que tu dessines régulièrement? Ouais. Ouais? Ouais, j'aime bien, mais je me bats avec depuis longtemps, quoi. Pourquoi ça? Bah parce que dès que j'essaye de le dessiner, ça marche pas. Il y a trop de détails? Il y a trop de trucs, c'est monstrueux. C'est pour ça, à chaque fois que j'essaye, je me dis c'est pas possible, on va bien y arriver à un moment. Mais ça marche pas. Ce que tu dessines aussi, ce sont les gens, les ambiances. Ouais. T'en Non, as et là à puis me je montrer? préfère. Par exemple, celui-là, je l'aime bien, c'était un photographe qui s'est mis à courir d'un coup et qui s'est accroupi devant une dame qui faisait sûrement de la méditation. Et donc du coup, moi, je l'ai croqué et je me suis dit, purée, c'est génial, il faut que je le dessine. Et donc tous les deux, moi j'étais assis comme ça derrière lui, lui il était devant comme ça en train de prendre la nana en photo. Je sais pas, c'est des petits instants comme ça qu'on vit, enfin moi que je vis quand même qu'ici, quoi.
Alors ici, c'est l'autre partie spectaculaire Ouais, du quartier. c'est une des premières sorties que j'avais faites avec mon école d'art. Et on avait étudié exactement les œuvres de Niki de Saint-Phal, tout le monde reconnaît un peu le style. Il n'y a pas qu'elle là-dedans. Non, il y a son mari, Tingeli, qui a fait tous ces mécanismes. C'est clairement mes œuvres préférées, quoi. Et là-bas, là, il y a une fresque absolument incroyable. Jeff Aérosol. Je la trouve très très ironique dans cet endroit où ça bouge énormément, où il y a le tout Paris qui s'émeut, et avec cet énorme bonhomme qui nous dit chut. Je sais pas, je le vois un peu comme s'il nous disait de savoir écouter aussi un peu le bruit de la fontaine qu'il y avait là. Se taire Voilà. et regarder. C'est ça, apprécier. Ben, je vais te laisser, Pierre. Moi, je vais Bien. continuer ma balade dans le quartier. Ça fait un plaisir. Je vais aller voir mon ami Frédéric Jarsal dans un autre quartier, de l'autre côté, là, le quartier de l'horloge qu'on voit un peu, qu'on devine. Salut. Bonne visite. Ciao. Salut. Bonjour Frédéric. Là, je vous emmène parce qu'on va grimper. On va grimper dans les étages pour avoir une vue, comme je vous disais, sur Paris, sur tout Paris. Et puis en même temps sur ce quartier qui finalement a été transformé dans les années 1970. Ça a été classé pendant longtemps comme un quartier insalubre, un îlot insalubre. Alors on a commencé à détruire à partir de l'entre-deux-guerres, à partir de 1930. Et puis ça a été pendant très longtemps une grande esplanade qui servait de parking. Et puis on a pris une décision, et notamment évidemment la décision prise par le président de la République, Georges Pompidou, de bâtir non seulement un musée, mais un musée ouvert sur le monde, sur la modernité. Et en même temps, de reconstruire tout ce quartier. Ah oui, Voilà. ce quartier a été construit au même moment Alors, que en le grande partie, musée. parce En grande partie. qu'on a conservé des choses du Moyen-Âge, des murs, des immeubles, et puis on a reconstruit le tout à partir des années 75 jusqu'au tout début des années 80. Bon, on va prendre un peu de hauteur. Ah bah oui, on va justement observer tout ça. Vue du ciel. Ah, c'est haut pour vous. Hein. 7 étages. Ah, mais c'est beau. Ah bah, ça se Quelle mérite. vue. Ça se Waouh, mérite. waouh, waouh, waouh. Même dans la brume, c'est beau. Il n'y a pas de brume, c'est juste un petit peu couvert. On a tout Paris, tout Paris. Il y a la Tour Eiffel, bon je ne vais pas vous faire tous les bâtiments qu'on peut il y a surtout voir. Beaubourg. Ben, il y a Beaubourg évidemment qui nous surveille. Et on est dans ce quartier de Beaubourg qui a été rebâti, reconstruit, mais en suivant pratiquement les lignes médiévales. Si vous regardez bien derrière nous, on a des rues étroites, des maisons toutes proches les unes des autres. On a suivi ce même parcours avec des immeubles évidemment plus modernes que le Moyen-Âge, Mais qui pas ne trop montent- haut, oui. mais voilà, qui ne montent pas trop haut, vous avez raison de le signaler. Du coup, Beaubourg est au-dessus de tout ça et le savoir a l'air de pouvoir étendre sa toile sur nos têtes. Ça, Ouais, c'est un vrai bâtiment symbole. quand même qui en impose. Hein, Ah ça. oui, oui, oui. Alors c'est une vraie volonté. On le dit et on le répète de Georges Pompidou, c'est pour ça que son nom est accolé pour toujours à ce bâtiment. Alors il lance un concours international d'architectes. Ce sont deux jeunes qui gagnent, Rogers, l'américain, Et Renzo Piano, et l'italien. Renzo Piano, Qui a son l'italien. agence pas très loin, là, juste ici. Dites-moi, pourquoi ça s'appelle le quartier de l'horloge, là où on est précisément? Ah ben c'est parce qu'en bas, il y a une énorme horloge. Ouais. Oh, vous voulez la voir? Bah oui, on va prendre 2 le secondes. temps. Ah oui, on descend. Venez. Allez, hop. Venez. Je vous suis. Mais venez, je vous dis. Criez pas, courez pas, vous allez tomber dans l'escalier, attention! Venez. Pop, 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 la voilà. Ah bah oui, elle en impose. Ah bah dis fait. Alors, Qu'est-ce que c'est alors? c'est une œuvre d'art Oui, qu'on doit à Jacques Monestier. oui. Ça s'appelle Le Défenseur du Temps. Et qu'est-ce qu'elle nous raconte, Ah bah il cette œuvre suffit de la d'art? regarder fonctionner pour le comprendre. C'est un automate. Donc c'est le hasard qui va faire décoller l'oiseau pour venir se battre, qui va faire intervenir le dragon ou le crabe. Cruic, cruic, cruic. Alors il y en a un qui représente évidemment le ciel, l'air, l'autre la terre et puis le troisième la mer. Donc il est là, il doit se défendre contre les trois et il doit défendre évidemment le temps qui passe, notre temps, notre heure. Et voilà pourquoi ce personnage est important, si ce n'est qu'aujourd'hui, Bah oui, on n'entend rien ça là. ne fonctionne plus. Et pourquoi? Ouais. Bah, faut pas pleurer, mon Bah, petit. bah si, parce qu'on manque de sous pour réparer tout ça. Eh Alors, ce chef-d'œuvre a été conçu à la fin des années 70, inauguré par le maire de Paris, qui était à l'époque Jacques Chirac.
On l'a réparé dans les années 90, on a essayé de rassembler de l'argent en 2012, 2014, et puis finalement, on n'y arrive pas. Donc ça reste... Il faut pourtant combien là à l'abri. pour que ça marche Il là faudrait autour de 15 000 euros, quoi. Bon, dites-moi, à propos du temps là, Oui. faut que j'aille, j'ai rendez-vous avec un chirurgien pour un problème de jambes. Une flébite? Non, Ah c'est bon. pas si grave. Ah bon. Ouais. Alors, vous savez que le temps passe, il Bah va oui. falloir y aller. Oui. Ah bah il est parti. Bah, Yvan, ah, ça marche. Bon, Yvan, tu m'amènes la jambe. J'arrive, regarde. Là, ce que j'ai trouvé, c'est Très bien. ça. C'est ça, c'est beau. C'est le tibia, c'est le bon tibia. Ok. Donc là, c'est l'accident classique de l'élastique qui se casse, qui se Voilà, rompt. bon, bah, qui sont vieux et qui se désagrègent. C'est une Seul. poupée de quelle époque, ça? Ça, c'est années 30, en gros. Ils sont incroyables, tes outils. Ah bah, c'est de la chirurgie, hein. Bah oui. C'est pratiquement terminé, là. Voilà, bah, c'est terminé. Qu'est-ce que je peux faire? C'est ma Alors, première bah, tu réparation peux- de poupée. Voilà, J'enlève, tu peux enlever ça en me tenant la jambe. Voilà. C'est bien. Donc ça y est, maintenant, ça Impeccable. fonctionne. Voilà. Et alors, c'est souvent les articulations qui souffrent. Bah voilà, c'est les opérations les plus courantes. Mais il y a aussi les doigts cassés, à refaire, les têtes fêlées ou cassées. Parce que là, c'est de la porcelaine. Voilà, Ça, c'est du fragile. biscuit. Ouais. Elle a été scalpée, celle-là? Non, ben, disons elles ont toutes leurs perruques. Hein. Voilà. Ah, voilà, d'accord. Et Ça, les yeux, évidemment. alors, comment ça fonctionne, les yeux? Ah, montre-moi ta collection. Elle est impressionnante. Collection d'yeux anciens. Ça, c'est toutes les poupées qui Oh, qui c'est ont perdu des- leurs yeux. Voilà. Ce qui est drôle, c'est qu'ils sont collés, les yeux. Je pensais qu'ils étaient indépendants. Hein. Non, bah non, puisque c'est un système basculant, donc il faut qu'ils soient solidaires l'un de l'autre, quoi. Eric, pendant que tu finis de réparer cette poupée, moi, je vais en profiter pour aller visiter le musée qui est juste à côté. Ok, Je crois que Samy m'y attend. bonne journée. Bonjour Samy. Bonjour Yvan, bienvenue au musée de la poupée. Merci. Là, on est devant quelle vitrine précisément? On est devant une des vitrines que nous préférons dans le musée. En fait, c'est là où nous avons réuni nos plus beaux bébés jumeaux. Jumeaux, c'est-à-dire? Jumeaux, c'est quoi? C'est-à-dire, c'était la maison la plus illustre qui a fabriqué des poupées et des bébés au XIXe siècle. Ce qui est curieux, c'est leur regard. Alors, évidemment, à l'époque, le jumeau fabriquait les plus jolis yeux pour les poupées. C'était une technique qui était d'ailleurs similaire à celle des fabricants de prothèses oculaires. Donc on avait un mélange d'émail et de cristal qui donnait une grande profondeur au regard. Et c'est la force des bébés jumeaux d'aujourd'hui. Les collectionneurs les apprécient parce qu'ils ont justement un regard, comme Jumeau le disait, humain. Samy, moi, il y a une autre vitrine qui m'a interpellé, c'est celle à l'entrée, là. J'ai l'impression Eh ben, que, je vais vous la que vous montrer. êtes là-bas, vous, non? Oui, un petit peu. Vous me J'ai montrez fait un péché D'orgueil. d'orgueil. Alors, c'est là. Racontez-moi ce qui se passe ici. Qu'est-ce que... Alors, Je crois que c'est vous, là. Hein? Oui. On avait fait la connaissance en 96 d'une artiste française qui s'appelle Catherine Dève et qui est portraitiste. Au lieu d'être portraitiste sur papier, elle est portraitiste en poupée. Donc on lui a fait réaliser le portrait de moi enfant, celui de ma maman et celui de ma grand-maman paternelle. Et alors, ça a commencé comment, vous, votre histoire avec les poupées? Racontez-moi. J'ai été fasciné par les poupées à l'adolescence et quand j'ai découvert qu'il y a eu une encyclopédie publiée dans les années 60 et qui répertoriait des centaines de fabricants, j'ai réalisé qu'il y avait tout un monde à découvrir. Alors, montrez-moi, moi je suis très impatient de voir parce que j'imagine qu'il n'y a pas que ça. Je vais vous montrer nos salles permanentes avec un peu plus de 800 pièces qui sont exposées actuellement. Ah, tout de même, 800 pièces. On arrive dans la salle principale où on touche de la fin du 19e jusqu'aux années 20. Et nous arrivons ici dans la troisième salle consacrée à la période entre les deux guerres. On poursuit la visite? Allons-y.
Nous arrivons dans la dernière salle qui est consacrée aux poupées fabriquées en France dans l'après-guerre. C'est la salle où la plupart de nos visiteurs y retrouvent leur véritable souvenir d'enfance. Ah oui, oui, parce qu'ils ont connu ces poupées encore, là, oui. Évidemment, évidemment. Et aujourd'hui, on joue encore à la poupée? Alors, on joue différemment. Le jeu de la poupée est une histoire de petit enfant, mais plus du tout d'enfant en âge de scolarité. Ce qui est aberrant, puisque quand on se projette au 19e, beaucoup de poupées parisiennes, par exemple, qu'on appelait des parisiennes, étaient destinées aux jeunes filles entre 12 et 16 ans. Vous jouez encore à la poupée, vous? Alors, j'ai cette chance, mais je n'ai pas joué à la poupée étant enfant, mais je me rattrape aujourd'hui. Ouais, c'est un endroit de passion et de passionné. Oui, tout à fait. Merci, Samy. Merci Je vais à poursuivre vous. ma balade. À Très bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir. Continuez à jouer à la poupée. Je trouve que c'est très fort. Je ne vais pas arrêter de sitôt. Quand vous sortez du musée de la poupée, je vous invite vraiment à venir vous promener dans le jardin d'Anne Frank. C'est l'ancien jardin de l'hôtel Saint-Aignan qui abrite aujourd'hui le musée du judaïsme. Alors, ce jardin rend hommage à Anne Frank, cette juive allemande, adolescente, réfugiée à Amsterdam et victime de la barbarie nazie. Alors moi, j'aime beaucoup cet endroit parce qu'il est calme, il est à l'ombre de Beaubourg et ça fait vraiment du bien dans ce quartier très agité. Attention danger, gros trafic rue Beaubourg, direction Hôtel de Ville. Quelques coups de pédale et j'emprunte la rue Rambuteau, moins fréquentée par les automobiles mais plutôt par les piétons en raison de ses nombreux commerces. C'est un peu plus loin dans une petite rue perpendiculaire que je retrouve Vanda pour un voyage en enfance. Coucoulicou. Coucoulicou. Il était une fois, en Argentine, un petit coq qui s'appelait Coucoulicou. 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 Oh, Herbe, sois gentil, nettoie-moi le bec, que je puisse aller à la fête de mon grand-oncle Albert. Dans la vie, il faut avoir du courage. Je vous en prie. Merci. Alors là, tu nous as raconté l'histoire de Coucoulicou, le petit coq d'Argentine. C'est ça. Et c'est qui a écrit cette histoire? Alors, c'est Susanna Asquinezer qui l'a amené en France et qui nous en a fait cadeau il y a un peu plus de 35 ans. Et qui est Susanna Asquinezer? C'est une grande conteuse qui vient d'Argentine. Et qui t'a transmis ce conte? Absolument. Donc, c'est un vrai conte traditionnel et qui reste pour l'instant dans l'oralité pure puisqu'il n'est pas encore imprimé. Comment t'as appris l'art de raconter des contes? D'où ça vient tout ça? De ma petite enfance, parce que j'avais dû faire un mensonge dont je ne me souviens pas. Et ma grand-mère, au lieu de me gronder, elle m'a raconté la fable de l'enfant qui criait au loup. Et elle a fini en disant « Le menteur n'est jamais cru, même quand il dit la vérité ». Et c'était terrifiant, terrifiant. Et donc j'étais petite et je pense que j'ai compris le pouvoir de la parole. Ça a guidé toute ma vie. Donc, Voilà. Je pense que je ne suis plus du tout menteuse, mais comme on a besoin de mentir, je mens dans les histoires. tu mens dans les histoires, Voilà. c'est mieux. Voilà. Dis-moi, j'entends du bruit à côté là. Oui. Tu me fais visiter? Tu là, veux pour qu'on ça quitte la forêt des contes? Bah oui, quittons la forêt des contes, je vais y revenir. On y reviendra? Oui, Bon, oui, oui. alors je t'emmène dans la galerie? Ça marche. Allez, d'accord. Te perds pas. Attention la tête. Oui. Alors ici, Vanda, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce que Alors, c'est? c'est la salle de lecture. Ouais. Et voilà, on trouve des livres, comme dit Fabio, qui a l'habitude de venir. Les enfants peuvent consulter, comme dans une bibliothèque. Mais ici, ce lieu-là, Oui, il est unique à Paris. absolument. Ouais. On était les premiers à avoir quand même le concept de l'illustration et la parole vivante du conte. Ça vient d'où le conte? Le conte, il est aussi vieux que l'humanité. Dès que les gens ont commencé à se rassembler, à
à parler, ils ont eu le besoin de raconter. Parce que pour moi, le conte, c'est quand j'étais petit, autour de la cheminée, le grand-père qui racontait des histoires. Oui, c'était vrai à une certaine époque. C'était vrai à une certaine époque, et puis maintenant, c'est plus le cas. Bah maintenant, on lit plus les livres aux enfants avant d'aller se coucher, par exemple. Mais depuis quelques années, le conte est revenu à l'honneur. Comment ça, c'est revenu à l'honneur? Pourquoi? Eh Pour quelle bien, raison? disons que pendant un certain nombre d'années, le conte a été dénigré. On mettait des sornettes dans la tête des enfants, c'était immoral. Et puis, il y a eu à la fois Walt Disney qui s'est intéressé au conte, et puis surtout Bruno Bettelheim, qui a réhabilité le conte en disant qu'il était nécessaire à l'imaginaire. construction, et puis à la construction de la psyché, oui. Alors, il y a une grosse production aujourd'hui de contes. Il y a beaucoup de... Oui, oui, depuis les D'édition. années 85 à peu près, depuis qu'il y a eu un renouveau du conte à la fois en France, en Europe et dans le monde, il y a eu une espèce de prise d'intérêt, de regain d'intérêt. Mais dis-moi, tous les enfants qui viennent là, ici, là, ils ont plein d'histoires, on leur raconte plein d'histoires à la Absolument, télévision, bien sûr, partout. bien sûr, tout le temps. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher exactement ici? Une petite âme en plus, l'âme du conte. Quelque chose qu'on ne trouve pas forcément dans les livres, ailleurs, à l'école, à la maison. Ici, c'est un peu, j'oserais le dire, le petit temple du conte. C'est bien résumé. Merci Wanda Je t'en remercie. pour cette leçon de conte. À bientôt. Eh ben, j'espère. Alors Beaubourg, ce n'est pas uniquement un quartier de musée, de raconteurs d'histoire, c'est aussi un endroit très fréquenté, vous le voyez, très animé, très peuplé, avec plein d'endroits incroyables pour faire la fête. Suivez-moi, vous ne serez pas déçus. Salut les amis. Salut Yvan. Comment ça va? Bien et toi? Ta balade s'est bien passée? Super, super, c'est génial ce quartier, il y a plein de surprises. Ah, tiens, en parlant de surprise. Ah, j'adore les surprises. Ouais, Et voilà, le pastrami, fameux pastrami. la spécialité maison, Voilà. comme à New York. Donc servi un peu à la new-yorkaise, exactement, avec la moutarde Savora, légèrement sucrée, les cornichons mal au sol et le petit coleslaw maison. Je suis impatient de goûter. Ça te plaît? Super, c'est parfumé à souhait. Ça, c'est une des spécialités maison, mais c'est pas la vraie et unique spécialité. Il y en a d'autres, c'est ça la spécialité. Exactement. C'est la bière. Exactement. Plein de de la bonnes bière. bières maison. Racontez-moi l'histoire de cette bière. C'est une bière parisienne normalement. C'est ça, c'est une bière qui a été créée en 1827, rue Broca. Monsieur Desmory avait lancé sa brasserie. À l'époque, il y avait une multitude de petits brasseurs très locaux. Mon associé, qui est d'origine allemande, a retrouvé cette vieille étiquette de bière sur un marché de collectionneurs et voulait remonter une bière parisienne. Il était en train de se promener, pof, il a trouvé ça. Il a trouvé la vieille étiquette Ouais. et donc il s'est dit, plutôt que créer une nouvelle marque, on va s'inspirer de ce qui a été fait dans le passé et faire ressusciter cette vieille maison. Et j'ai envie d'y goûter, moi. ça. Alors moi je te propose de commencer par l'Astro Blonde. L'Astro Ça va Blonde. être la plus légère, la plus accessible, mais qui a quand même une petite saveur particulière par rapport à une bière industrielle, évidemment. Petite on n'est pas du amertume, tout- hein. Une petite amertume, un léger retour de miel, très léger, et c'est très rafraîchissant. C'est vrai. Parlez-moi un peu du quartier. Là, on est à 2 pas de Beaubourg, hein, dans une rue qui s'appelle la rue Quincampoix, qui est très animée, très fréquentée, tout le quartier. Il y a une ambiance particulière ici ou pas? Ouais. C'est vraiment une atmosphère de village dans cette petite rue pavée, ce côté vieux Paris. À l'époque de Zola, c'était le ventre de Paris. Ça revient au goût du jour, Ouais. entre le travail de la mairie, avec les halles qui ont changé, la canopée qui a ouverte, les artisans, les Parisiens qui viennent redécouvrir ce quartier qu'ils avaient un peu délaissé. Comment Ouais, ça, les on ressent Parisiens, une ils venaient plus ici? Non, les Halles, c'est un quartier qui a été boudé longtemps, sur ces 15 dernières années.
et qui a été un petit peu laissé comme ça. Et que le travail là qu'ils ont fait sur les halles de venir réinjecter des petits producteurs, des restos vraiment qui travaillent sur la qualité, le produit, jeunes créateurs et tout ça, c'est redonner vraiment au cœur de Paris son côté central, effervescent, fourmilière, créatif. C'est ça aussi Paris pour nous, les trentenaires, tout est possible. Et c'est une grande connaisseuse de la bière et c'est une super ambassadrice de Paname. Ah oui, hein. C'est avec vous que je vais terminer cette émission. D'accord? on est On va se dire au avec plaisir, revoir. hein. Au Je vais revoir. dire au revoir aussi aux téléspectateurs. Je vais surtout les inviter à venir voir ou revoir cette émission sur france3.fr. Ils peuvent aussi venir me parler. Vous pouvez venir me parler sur les réseaux sociaux, me donner vos coups de cœur, vos coups de gueule, vos bons plans. J'imagine que vous en avez plein dans le quartier. Bon, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Ciao, ciao. On trinque, nous? Allez, Allez, à la merci nôtre. d'être passé. Merci. Et tout ça, c'est à consommer, évidemment, avec modération.